capsule d'économie politique et développement social. Des capsules produites par Benoît Prévost, responsable du master intervention et développement social de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Cette capsule numéro 0 est une sorte d'introduction générale au cours d'économie politique et développement social qui permet d'en saisir les intentions. La notion de développement social est apparue en France au cours des années 1970, portée en particulier par la Mutuelle sociale agricole, la MSA, pour accompagner les transformations profondes du monde agricole et rural de cette période. Elle s'est tout de suite ancrée dans les principes de participation des publics concernés par les problèmes sociaux que le développement social entend, justement, prendre en charge. Pour une présentation de cette histoire, je vous conseille de consulter la page dédiée de l'Audace, l'Observatoire de l'action sociale, qui est particulièrement bien faite. Le développement social a longtemps été décliné comme développement social local et a été défendu par de nombreux acteurs qui, notamment à l'occasion des lois de décentralisation des années 1980, ont défendu l'autonomie et la capacité des acteurs locaux à prendre eux-mêmes en charge de nouvelles trajectoires de développement territorial. On peut considérer que ces mouvements étaient porteurs de l'espoir d'alternatives au développement capitaliste qui, justement, alors, entraient dans une crise généralisée, des processus de désindustrialisation et de chômage de masse qui ont en grande partie transformé ce qu'on appelle la question sociale et que l'on croyait en grande partie résolue par l'État-providence de l'après-guerre. Le développement social se caractérise donc par une dimension normative forte. Revendiquer des démarches de développement social, c'est affirmer des valeurs et des principes pour changer le monde tel qu'il est. Le master intervention et développement social peut être appréhendé comme un espace de formation permettant d'acquérir les compétences nécessaires à la fois pour saisir le monde tel qu'il est et pour se projeter dans une transformation sociale dont les contours sont ceux que vous élaborerez en tant qu'étudiante puis professionnelle avec d'autres professionnels et acteurs de l'intervention et du développement social. Les professionnels de l'action sociale ne sont pas nécessairement formés ni sensibilisés au développement social. Tout dépend de leurs instituts de formation, de leur trajectoire de formation, puis ensuite de leurs propres pratiques professionnelles. Mais, surtout, puisqu'il s'agit de valeurs, de principes, tous les acteurs impliqués ne les partagent pas nécessairement, ou bien ils peuvent en avoir des interprétations très différentes. Nous y travaillerons d'ailleurs à l'occasion de plusieurs cours et séminaires. Derrière les mêmes termes, pourtant chargés de symbolique et de valeur, chaque acteur projette ses propres interprétations. Et cela ne simplifie pas les choses dans un contexte où, comme nous le verrons, les normes institutionnelles, administratives et politiques mettent à mal les valeurs et principes portés par la plupart des acteurs de l'action sociale. C'est justement à partir de ces acteurs que nous avons choisi la définition de départ du développement social pour cette capsule, puisque le Haut Commissariat du travail social s'inscrit dans une forte dynamique de concertation des travailleurs sociaux et de leurs relais plus ou moins organisés. Le rapport consacré à l'intervention collective sous la direction d'Avenel et Martin nous propose une définition synthétique et complète du développement social. On y trouve en effet les éléments essentiels. Premièrement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ensuite, l'implication de tous les acteurs concernés par ces questions et, en premier lieu, les publics ou personnes concernées elles-mêmes. Troisièmement, une conception de l'action sociale qui ne se limite pas à des prestations ou à de l'accompagnement, mais qui englobe en fait l'ensemble des éléments de la vie sociale et donc des acteurs qui y participent, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics. Quatrièmement, une conception de l'action sociale qui ne soit pas juste une réponse à des problèmes sociaux, mais bien un ressort à part entière des dynamiques locales qui permettent de penser le social dans son ensemble. Cinquièmement, l'insistance sur la dimension collective à la fois des problèmes sociaux et des solutions qu'on peut y apporter. Celui ou celle qui est pauvre ou exclu ne l'est pas en dehors d'un système social qui produit la pauvreté et l'exclusion. Mettre l'accent sur la dimension collective, c'est aussi considérer que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ne sont pas seulement la recherche d'une solution à un problème, mais bien une réflexion globale sur la structure sociale et sur la mobilisation collective qui peut porter la réalisation de cette réflexion. Cela suppose, comme nous le verrons, d'interroger ce qui fait commun, ce qui fait société. Sixièmement, c'est donc interroger les mutations de l'ordre social en tant qu'ils déterminent les conditions d'émergence des phénomènes de pauvreté et d'exclusion, et en tant qu'ils conditionnent les conditions de l'émancipation des personnes concernées. C'est aussi, septièmement, pour cela que revendiquer le développement social, ce n'est pas revendiquer la mise en place de nouveaux dispositifs, mais bien de repenser
l'ensemble des dispositifs à l'aune des dynamiques collectives et ancrés dans des territoires. Le développement social doit alors se penser en parallèle de ce qu'est le travail social, dont le Code de l'action sociale et des familles définit les contours et les ambitions. Ces ambitions, on le voit, sont très grandes. Il ne s'agit pas simplement de mettre en œuvre des politiques sociales et les dispositifs qui vont avec. Il s'agit, ni plus ni moins, que de créer de la cohésion sociale, de contribuer à faire société. Les dernières élections ont montré à quel point ces ambitions sont loin d'être réalisées. En fait, on le voit, à partir des définitions du développement social et du travail social, on arrive rapidement à de nombreuses et très vastes questions. La question de l'accès au droit est devenue centrale au cours des dernières années et il n'est pas étonnant qu'elle apparaisse en première place dans la définition du travail social. Non pas seulement parce qu'une part importante du travail social consiste justement à ouvrir des droits sociaux à des personnes qui en ont besoin, mais aussi parce qu'un nombre croissant de personnes qui pourraient en avoir besoin ne réclament pas nécessairement ces droits. C'est ce qu'on appelle le non-recours, qui a déclenché de nombreux travaux de recherche particulièrement pertinents. En effet, dans un contexte où une partie du spectre politique réactionnaire insiste lourdement sur le fait qu'une part trop importante de la population jouirait indûment de droits sociaux toujours plus nombreux, on constate que, loin de l'image qui s'est banalisée du chômeur et du pauvre qui profiterait du système social, c'est à peu près un tiers des droits qui ne sont pas activés, soit par choix, soit parce qu'un nombre croissant d'obstacles doivent être franchis pour activer ces droits, qui, paraît-il, coûtent un pognon de dingue. Mais si l'on se décentre un peu et que l'on sort des polémiques grotesques et funestes portées par beaucoup trop d'hommes et de femmes politiques, on peut dire que la question de l'accès au droit est centrale pour la construction du citoyen, c'est-à-dire la construction du sujet de droit sur lequel la philosophie moderne s'est appuyée pour défendre la liberté de l'individu moderne dans la société moderne. À bien des égards, et nous le verrons au cours de ces 2 années de formation, le travail social et le développement social sont au cœur des promesses de la modernité. Et l'un des objectifs du cours sera de poser les connaissances de base pour analyser ce qui fait société, ce qui fait qu'on est exclu ou pas, ce qui fait qu'on participe ou pas, qu'on a le pouvoir ou pas de participer et d'exister en tant que citoyen. Et cela nous conduit nécessairement à interroger d'où viennent les droits sociaux, à quoi ils correspondent. Quels sont leurs liens avec la pauvreté, l'exclusion, les inégalités? Ces liens ont-ils toujours été les mêmes? Quelles sont les mutations profondes auxquelles doivent répondre le développement et le travail social? Pour répondre à toutes ces questions, il est indispensable avant tout de saisir la structure de base des sociétés modernes. Une structure marquée par un système économique, le capitalisme, qui est la matrice à partir de laquelle on peut penser les questions non seulement économiques, mais politiques et sociales. C'est la raison pour laquelle nous proposons de mobiliser l'économie politique pour penser ensuite le développement social. C'est d'autant plus important que le développement social n'est pas seulement invoqué par les défenseurs d'une alternative aux politiques sociales actuelles, par les défenseurs éventuellement d'une autre économie, par exemple de l'économie sociale et solidaire, qui est souvent, et d'ailleurs parfois à tort, associée au développement social. Non, le développement social peut être également invoqué par de grandes institutions internationales qui, comme la Banque mondiale, défendent au contraire des réformes qui ont mis à mal, au cours des 40 dernières années, les principes de solidarité, de cohésion sociale et de réduction des inégalités qui étaient au cœur du pacte social construit sous l'égide de l'État-providence dans les années 1950 à 1980. On peut donc dire qu'il y a un développement social, libéral et même néolibéral qui coexiste avec un développement social plus radical, transformateur. Nous essaierons donc, à l'occasion de ce cours, de faire le point à la fois sur ce qu'est le capitalisme, sur ce qu'est le libéralisme, le néolibéralisme. La démarche sera à la fois analytique et historique. Il s'agira à la fois d'identifier les idéotypes à partir desquels analyser la société capitaliste, quels sont les éléments de stabilité de l'ordre social, et de comprendre les mutations de là ou des questions sociales au cours des siècles qui ont accompagné la naissance et l'avènement du capitalisme. Parce que le capitalisme est le cœur de la matrice sociale, on peut considérer que l'économie politique est un domaine de savoir matriciel. Il ne s'agit pas ici de donner à la science économique une place supérieure dans l'ordre des sciences humaines et sociales, même si les économistes souffrent d'un complexe de supériorité qui a été confirmé par des enquêtes passionnantes. De tous les chercheurs, les économistes sont certainement les plus écoutés par les chefs de gouvernement. Nous consacrerons une série de capsules, d'ailleurs, à la science économique. Non, si nous considérons que l'économie politique est une matrice cognitive indispensable, c'est d'abord et surtout parce que l'économie politique a été la première des sciences sociales dont la philosophie des Lumières a accouché au cours du XVIIIe siècle.
D'un point de vue intellectuel, l'économie politique est le prolongement de la philosophie des Lumières. Elle a été la première tentative de justification, tout autant que de critique, de la société bourgeoise qui est née avec le capitalisme. L'économie politique libérale est, à bien des égards, un ensemble de théories qui ont pour but de justifier cette société en montrant sa supériorité sur tous les autres ordres sociaux possibles. L'économie politique critique, de son côté, débusque les faux semblants de cette société. Elle en analyse les travers, les contradictions, et elle montre pourquoi et comment la société capitaliste produit sans cesse plus de pauvreté, d'exclusion et d'inégalité. C'est la raison d'être de ce cours, que de poser les fondements d'une connaissance claire des différents éléments analytiques et doctrinaires qui fondent l'ordre capitaliste et sa critique. Les différentes capsules qui vous sont proposées sont organisées par thème. Elles peuvent donc d'une certaine manière être regardées indépendamment les unes des autres. Elles permettent de se repérer dans le cours. Elles ne s'y substituent pas. Elles sont destinées à poser pour chaque thème les principaux enjeux qui sont développés dans le cours. Nous vous souhaitons donc un bon visionnage ou une bonne écoute